Nous sommes le mardi 13 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Au lendemain du double scrutin législatif et communal du 11 janvier, les institutions en charge du processus électoral sont à pied d'œuvre pour la proclamation des résultats. La Cour constitutionnelle a réceptionné ce lundi un premier lot de cantines électorales. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois secoué la scène internationale. Il a publié sur les réseaux sociaux une image simulant sa page Wikipédia, le présentant comme président par intérim du Venezuela. Et puis en Ouganda, la campagne bat son plein. Le chef de l'opposition, Bobi Wine, a déclaré qu'il appellerait à des manifestations si le président Yoweri Museveni truquait les élections. Chargé de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives et communales, la Cour constitutionnelle a reçu ce lundi un premier lot de cantines électorales. Face à la presse, son président Dorothée Sosa a fait le point sur l'avancement des travaux et annoncé que les résultats du double scrutin du dimanche dernier sont pour le jeudi prochain. Écoutons un extrait de sa déclaration. Nous travaillons en tandem avec la Sénat. Donc c'est la Sénat qui nous envoie les cantines. Et c'est à partir de ce moment que nous commençons, nous, le dépouillement. On commence d'abord par ouvrir les plis, les classer, et puis ensuite ça entre en salle de dépouillement par les membres de la Cour et les personnes qui les assistent. Dès que ça sort de là, ça vient ici en traitement informatique. Comme vous le voyez, l'équipe est en place. Et comme vous l'avez également vu sous le chapiteau là-bas, nous avons notre équipe qui va faire le travail d'ouverture des plis. Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt ici. N'oubliez pas que la loi nous donne un délai très contraint pour proclamer les résultats. Donc nous allons tenir dans les délais, nous pensons. En tout cas, nous ferons tous les efforts qu'il faut pour respecter la loi. Si on avait reçu depuis hier la première cantine et tout ça, mercredi au plus tard, on devrait déjà avoir quelque chose de concret. Nous pensons que ça ne dépassera pas jeudi. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sakalafia, a reçu une délégation de la CEDEAO conduite par l'ambassadeur Abdel Moussa. La mission est venue s'enquérir des préparatifs de l'élection présidentielle prévue en avril et apprécier le déroulement du double scrutin communal et législatif du dimanche 11 janvier. À la sortie de l'audience, le chef de la délégation a livré ses impressions. À la veille des élections dans nos pays membres, le président de la commission dépêche une mission d'information. C'est pour collecter les données concernant les préparatifs pour ces élections. Voilà le but de notre mission ici. La CEDEAO est là toujours pour mener le soutien aux pays membres. Alors on veut savoir s'il y a les gaps, s'il y a quelques insuffisances dans les préparations. Et ce que la CEDEAO, comme notre communauté commune, peut apporter à l'instance des structures de gestion d'élections dans ces pays. On a déjà eu beaucoup de rencontres et aujourd'hui je crois que cette réunion a été très importante parce que la Sénat quand même c'est l'arbitre de ce scrutin présidentiel qui va arriver. C'est très important d'avoir leur opinion, leur lecture de leur travail envers les élections. Et nous rentrons dans l'hôtel et pour les réunions avec les autres parties prenantes, très rassurés. Mais on ne peut pas faire notre conclusion avant la rencontre avec tous les autres. Et après cela, on va préparer notre rapport à l'attention du président de la commission qui va, n'est-ce pas, voir comment la CEDEAO davantage peut accompagner le peuple béninois. Le double scrutin du 11 janvier 2026 a été suivi de près par plusieurs associations africaines
notamment la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi que le Centre africain des relations internationales et stratégiques. Ces organisations ont observé et analysé le déroulement de ces élections. Voici un extrait de la déclaration du président de la mission. Au terme de la première étape du processus, il a été constaté que le déroulement de la campagne électorale s'est effectué dans un climat apaisé. Le scrutin du 11 janvier 2026 s'est déroulé dans une atmosphère sereine et apaisée. Les électeurs ont pu voter de manière continue tout au long de la journée, favorisant une participation citoyenne et démocratique. Point positif relevé. Disponibilité suffisante du matériel électoral. Application harmonieuse des procédures de vote, dépouillement public et transparent. Pointage et l'agrégation des résultats dans les bureaux de vote. Insuffisance. Absence de délégués des candidats dans certains bureaux de vote. Léger retard à l'ouverture de quelques bureaux de vote. La mission félicite le gouvernement, les partis politiques, les autorités administratives pour la tenue effective des élections, confirmant leur caractère équitable, libre, transparente, et elle adresse ses compliments. La mission conjointe recommande aux acteurs politiques de privilégier le cadre juridique pour recours afin de garantir des élections démocratiques acceptées par tous. Le réseau panafricain des observateurs et défenseurs des droits de l'homme a lui aussi suivi ces élections. Il a apprécié le déroulement du scrutin et appelle les médias, les citoyens et les acteurs politiques à rester prudents en attendant la proclamation officielle des résultats par les autorités compétentes suivantes. Le réseau panafricain des observateurs et défenseurs des droits de l'homme a déployé 10 observateurs et experts internationaux et a couvert les départements du littoral, les collines d'Alibori, le Mono, l'Ouémé, le Koufo, l'Atlantique et le Zou. La mission a pour but d'observer les derniers jours de campagne électorale, les opérations du jour de scrutin, comprenant les procédures d'ouverture des bureaux de vote, le déroulement du vote ainsi que les procédures de clôture et de dépouillement des votes et des élections législatives et communales sur la base du cadre légal béninois et des instructions régionaux et continentaux ratifiés par la République du Bénin. Entendons-nous seulement pas des normes standards du scrutin. Le jour du double scrutin, nos observateurs, c'est-à-dire nous avons visité au total 310 bureaux de vote dans les 8 départements cités si haut et présenté le rapport suivant. L'ouverture du scrutin. Dans l'ensemble, tout est déroulé dans le calme et de manière ordonnée, avec la présence de personnel de sécurité dans la plupart des zones. La plupart des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure, tandis que quelque part et par endroit, nous avons constaté de légers retards, de 10 à 15 jusqu'à 30 minutes. Ce qui nous a beaucoup enthousiasmé, c'est cette innovation dans le processus de vote, c'est-à-dire le vote public. Les urnes et l'isoloir sont placées, je dirais, pour ne pas exagérer, à ciel ouvert. Tout le monde voit ce qui se passe et il est difficile de parler de fraude. Et ça a été une innovation, je pense, et nous pensons au niveau de notre réseau que nous devons demander pas la permission. Vous savez, nous devons essayer de coopter cela chez nos frères béninois pour l'importer dans d'autres pays de la sous-région. Parce que ça évite beaucoup de discussions, ça évite des supputations après la proclamation des résultats. La mission d'observation, dans sa conclusion, atteste que les élections législatives communales du 11 janvier 2026 se sont déroulées conformément aux normes internationales en matière électorale et aux lois de la République du Bénin. Et puis, dans l'actualité internationale à présent, le président américain a publié sur sa page Truth Social une capture d'écran le présentant comme président par intérim du Venezuela depuis janvier 2026, suscitant interrogations et controverses alors que Delcy Rodriguez dirige officiellement Caracas depuis le 5 janvier suivant.
Donald Trump a franchi une nouvelle étape dans sa communication relative au Venezuela en diffusant le dimanche 11 janvier 2026 un visuel stylisé évoquant une page encyclopédique en ligne. Le document présentait son portrait officiel accompagné de la mention président par intérim du Venezuela en fonction janvier 2026, tout en conservant ses titres de 45e et 47e président des États-Unis. La publication, dénuée de tout commentaire explicatif, a immédiatement généré des réactions contrastées à l'échelle internationale. Cette initiative survient dans un contexte déjà tendu depuis l'opération Absolute Resolve menée par Washington dans la nuit du 2 au 3 janvier. Les forces spéciales américaines avaient alors bombardé plusieurs sites stratégiques avant d'extraire Maduro et son épouse vers New York pour y affronter des accusations de narcoterrorisme. L'intervention avait causé la mort d'au moins 80 Vénézuéliens, selon le New York Times, auxquels s'ajoutaient 32 Cubains assurant la sécurité du dirigeant déchu. 2 jours après la capture de Maduro, le 5 janvier, l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez prêtait serment devant l'Assemblée nationale vénézuélienne, assumant constitutionnellement les fonctions présidentielles conformément à l'article 233 de la Constitution. La Cour suprême vénézuélienne avait formellement ordonné cette passation de pouvoir pour une période initiale de 90 jours renouvelable, légitimant ainsi la transition institutionnelle à Caracas. Le geste symbolique de s'autoproclamer leader intérimaire du pays pétrolier a été interprété comme une prolongation de sa stratégie interventionniste, consolider le contrôle sur les ressources du Venezuela tout en exerçant des pressions sur Delcy Rodriguez pour qu'elle coopère avec Washington. En Ouganda, le chef de l'opposition et candidat à la présidentielle Bobi Wine a affirmé qu'il appellerait à manifester en cas de fraude électorale du chef d'État Yoweri Museveni et qu'il accueillerait favorablement une intervention américaine contre ce dernier. Plus de 20 millions de personnes sont inscrites pour voter le 15 janvier prochain dans ce pays d'Afrique de l'Est. Le reportage. Le chef de l'opposition ougandaise est déterminé à faire respecter la sincérité des élections présidentielles prévues pour ce 15 janvier. Bobi Wine a promis appeler ses partisans dans les rues en cas de fraude. Nous l'avons dit à maintes reprises, si le général Museveni truque les élections, nous allons appeler à manifester. Nous avons prévenu le peuple ougandais et nous n'allons pas nous contenter d'appeler à manifester. Nous avons donné à cette élection le nom de code, vote de protestation, et nous avons appelé le peuple ougandais à prendre les choses en main. À 43 ans, le chanteur devenu homme politique défie le président sortant Yoweri Museveni qui brigue un 7e mandat. Nos chances sont-elles réalistes? Nous allons sans doute remporter les élections. Allons-nous prendre le pouvoir? Ce n'est pas à nous d'en décider, mais à la population, à la communauté internationale. Et c'est également une question qui se pose au général Museveni, qui détient le pouvoir par la force des armes. Plus de 20 millions de personnes sont appelées aux urnes jeudi en Ouganda. Museveni, 81 ans, est donné favori par les observateurs qui doutent aussi de la sincérité du scrutin. À 10 mois du 20e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie prévu au Cambodge, Kigali choisit d'anticiper l'échéance. Le Rwanda indique vouloir présenter de nouveau Louise Mushikiwabo dans le second mandat à la tête du secrétariat général arrive à expiration cette année, alors que la période de dépôt des candidatures s'achève fin avril. C'est après moi. Le Rwanda a confirmé ce lundi que Louise Mushikiwabo briguera un 3e mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette annonce intervient 10 mois avant le 20e sommet de la francophonie prévu à Phnom Penh, au Cambodge, et alors que la période de dépôt des candidatures s'achèvera fin avril.
Élu pour la première fois secrétaire général en octobre 2018 à Erevan, en Arménie, l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères est saluée pour un bilan jugé largement positif par Kigali. Diplômée en langue et interprétation, polyglotte, elle a su renforcer le rôle diplomatique et culturel de l'OIF sur la scène internationale. Certains observateurs estiment que la République démocratique du Congo, forte de son poids démographique et stratégique au sein de la francophonie, pourrait prétendre à ce poste à condition de présenter une candidature crédible et inspirante. Depuis sa création en 1997, l'OIF a été dirigé par Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf, Michael, Jean et Louise Mushikiwabo, sans que la rotation géographique ne constitue un critère décisif. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.